Véronique Clavier, qui donc est face à des questions très proches, mais sur un fond fini, pour le coup, dont elle a la responsabilité. Ce fonds de la photothèque de l'ORTF, qui est maintenant gérée par l'INA. Et donc, Véronique, je te cède la parole pour... Alors, par contre, excuse-moi, je ne t'ai pas présentée. On arrive... Alors, toutes mes excuses. Donc, Véronique Clavier, qui est entrée à l'INA comme documentaliste en 1994 pour l'indexation des émissions de télévision diffusées dans les chaînes publiques et recherche d'archives télé pour les clients. Les clients qui sont les producteurs, des diffuseurs, etc. À partir de 2002, donc un petit peu moins de 10 ans après, elle entre à la photothèque de l'INA pour préparer et organiser les envois en numérisation des reportages photos argentiques, communiquer les photos pour les besoins des différents services de l'INA qui ont en charge l'exploitation des archives audiovisuelles, donc à la production, commercialisation, partenariat culturel et événementiel. Ce que tu vas peut-être redécrire un peu en nous parlant de ce que tu fais, non? Voilà. Et donc, elle est responsable de cette photothèque depuis 2006 et depuis 2020 du service photo qui recouvre le labo photo et la photothèque avec des missions de production, conservation, sauvegarde, valorisation, communication et enrichissement des reportages et collections photographiques en lien avec les archives audiovisuelles. Voilà, je te donne la parole. Merci beaucoup d'être avec nous aussi, Véronique. Tout est dit alors. Donc, effectivement, mon travail était un peu particulier après les intervenantes qu'on vient d'entendre. Mon travail de documentaliste intervient en fait sur l'archivage, en fait, la conservation, l'archivage d'un fonds, enfin de plusieurs fonds photos qui sont reliés en fait à la production des émissions de télévision et de radio. Et ça n'était pas vraiment la vocation à l'INA au début, mais par un concours de circonstances et notamment l'abandon d'un fonds de photos d'actu qui était en déshérence et qui a été récupéré à l'INA dans les années 90, puis l'arrêt d'un service photo de la SFP qui avait en son sein toutes les archives photographiques de la production faite pour la production depuis les années 50, s'est constitué en fait ce fonds photo. Parallèlement, à l'INA, il y a aussi une activité photographique avec le labo photo qui était aussi issu d'un service photo qui était à la recherche de l'ORTF. C'est vous dire qu'au fond, le travail photographique, on parlait de la photothèque Actu ce matin, mais il y avait aussi le travail des services photo, des photographes en fait qui produisaient des photos et qui les conservaient, qui les classaient, qui les enregistraient parce que à tout moment ces photos pouvaient ressortir. Elles ressortaient pour l'interne, elles ressortaient pour la communication et la presse. Et l'INA, dans ses missions non seulement d'archivage, de conservation des archives audiovisuelles et aussi dépôt légal, a aussi pour mission l'exploitation aussi de ces archives. Donc les photos, il y a aussi un service des archives écrites d'ailleurs qui vient compléter, qui vient éclairer en fait la production des émissions de télévision, et les photos viennent les compléter à leur façon. Je voulais vous montrer en fait un article trouvé dans le magazine télé, l'ancêtre de Télé 7 jours en fait, qui parle en fait du rôle du service photographique. Donc des photos fonctionnelles, donc des reproductions, de documentation extérieure, des reportages de prise de vue pour l'actualité, mais aussi pour la production. Et puis beaucoup de photos en fait sur la télévision et la radio en train de se faire, donc du dispositif, des infrastructures. Donc en fait, ces fonds de photos sont vraiment une valeur ajoutée, qui sont un témoignage sur la fabrication des émissions, des infrastructures, des techniques audiovisuelles, des studios. C'est aussi la seule trace des émissions non enregistrées entre 50 et 55, une illustration des émissions radiophoniques.
Donc, la question, en fait, c'est que on est dans un écosystème en fait d'archives audiovisuelles dans lequel le fonds photographique et aussi l'activité photo a aussi toute sa place parce que on va voir le hors champ en fait des émissions et on va voir des choses très intéressantes au sein de ces photos. Donc très vite, il a fallu, dans le grand plan de sauvegarde numérique qui s'est engagé au tournant des années 2000, qui a duré très longtemps, il a fallu aussi suivre, organiser la sauvegarde numérique des fonds photos. Et c'est ainsi qu'au fond, la photothèque s'instaure, l'inventaire, la numérisation et le traitement documentaire d'une partie de ces 600 000 photos numérisées, ainsi aussi que l'archivage des reportages numériques qui sont effectués par le labo sur l'activité. Donc, l'activité de l'INA, c'est toujours de la production audiovisuelle, c'est aussi la formation professionnelle où il y a beaucoup d'événements. Et donc, on suit aussi ça et ça s'intègre dans cet ensemble avec une nature particulière. En travaillant en fait dans ces photos, sur ces fonds photos, la question de l'archivage photo, elle est particulière. C'est une nature, elle a sa propre nature, c'est-à-dire que on a des photos argentiques, mais on a des tirages, on a des planches contact, on a des duplis, c'est-à-dire que la photographie se démultiplie. Donc, si on veut réutiliser ces documents, il faut pouvoir faire un tri, il faut pouvoir savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. C'est donc tout de suite, en fait, l'objectif, c'est que cet archivage serve aussi à réutiliser les éléments les éléments de ces fonds. Et donc, c'est un travail d'inventaire, de sélection qui a été faite par les documentalistes, de sélection de photos à numériser. Au début, ça a pris beaucoup de temps et ça a posé diverses questions. C'est un choix qui a été fait, il est quand même globalement satisfaisant. Et il y a toujours une question de la subjectivité pour pouvoir sélectionner des vues qu'on va envoyer en numérisation. Donc, on a donc fait un choix en fait d'identifier les différentes séquences du reportage et donc de s'interroger sur ce qu'est un reportage photographique, enfin s'interroger, le prendre comme il est, c'est-à-dire en voir un peu ce que le photographe en a fait, c'est-à-dire quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il s'arrête, ce qui nous donne à voir dans ce brut, et d'essayer d'en ressortir la substantifique moelle, si je puis dire, mais en tout cas de sortir une sélection représentative des différentes séquences photos. Voilà. Et puis, passer la numérisation, tout le travail d'enrichissement documentaire qui lui-même vient avec la communication photo, qui est un peu mêlée à ça, c'est-à-dire que c'est un peu la demande qui va nous aider en fait à enrichir documentairement ce fond. Et si on a le temps, c'est aussi d'anticiper par rapport à ce qu'on connaît des sujets du contenu, d'anticiper ce qui peut intéresser dans ce fond, ce qui peut intéresser les producteurs, puisque aujourd'hui, alors je vous fais peut-être passer un petit peu, je parle un peu des fonds, mais pour vous donner un petit peu une idée des photos que vous connaissez certainement. Voilà, de la radio, de la télévision, de la technique. Je m'arrête là-dessus parce que c'est une vraie difficulté en tant que documentaliste d'indexer en fait des photos très techniques, des baies de montage, et pourtant c'est très intéressant puisque aujourd'hui il y a aussi un discours sur l'histoire de la technique de la télévision. Ces fonds photos viennent bien évidemment illustrer. Vous l'avez vu ce matin, il y avait beaucoup de photos qui venaient de chez nous, notamment dans le diaporama de Anna Tible. Et donc, ça porte en fait l'histoire de l'ORTF, ça porte l'histoire de la télévision, de la radio, y compris dans l'histoire de l'entreprise, la fête des Catherinettes, des choses comme ça qui peuvent peut-être paraître un peu
kitsch, mais c'est des choses d'époque. Donc, on a aussi voilà, une vue sur la société et ce qu'on mettait à l'image. Alors, évidemment, la mise en scène des femmes, il y avait tout à l'heure un discours beaucoup sur la déconstruction un peu du regard. Là, on va effectivement communiquer sur des images qui sont faites avec une époque et donc avec une vision des hommes et des femmes et de la position des personnes. Donc, évidemment, dans cette photothèque, vous allez trouver des femmes un peu en situation de ménagère ou des choses comme ça parce qu'on est dans les années 60. Pour autant, on pourra quand même, et ça évidemment nous on y est très sensible, on pourra trouver peut-être un reportage avec une femme qui est chef d'entreprise et justement qui aura été suivie par la télévision parce que finalement la télévision parle de tout en même temps. Donc on pourra aussi trouver ce type d'image et au fond la réutiliser aujourd'hui un petit peu pour porter un peu plus le discours de la femme qui aussi a sa place sur des métiers qui sont peut-être des métiers masculins. Voilà. Et donc, ce qui est un peu spécifique dans notre travail à la photothèque et au service photo, alors je ne vais pas d'abord parler de la photothèque, c'est qu'en fait, en se plongeant dans ces archives, il y a une nécessité de bien connaître quand même l'histoire de la télé, de la radio, d'avoir vraiment des dates clés et de connaître aussi l'histoire de ces services photos pour pouvoir justement identifier où a été prise cette photo, dans quel studio a pu être prise cette photo, si c'est de la production, c'était au Buttes-Chaumont, si c'était de l'actualité, c'est à Cognac-G. Donc, il y a, voilà, plus on connaît quand même cette histoire-là, et mieux on peut appréhender en fait les fonds pour pouvoir les documenter le mieux possible. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait des erreurs, y compris des erreurs d'identification de personnes. Ça arrive, bon, bah, on reprend, voilà. Et donc, dans ces fonds photo, il y a eu un service photo aussi qui a fait spécificité d'un service photo comme ça qui a été planifié pour suivre l'actualité parce que je pense que ça correspondait à un besoin un tel d'image à l'époque où ils utilisaient les photos des agences de presse et c'est ce que Audrey en fait, étudie à travers les archives nationales, mais finalement c'était bien aussi d'avoir des photos qui étaient fabriquées maison. Et donc, là, sur cette slide, vous voyez en fait que les photographes, c'est assez parisien quand même, hein, ou français, sont amenés à aller faire soit des reportages d'illustration, donc de la documentation pour pouvoir avoir à disposition un monument quand on va parler de telle ou telle ville, de métiers, de société, des bouchons, enfin les vacances par exemple. Donc voilà, des photos comme ça très, très illustratives. Et puis des portraits, évidemment, des personnalités politiques et le sport. Et puis les événements parisiens comme des manifestations. Mais ça reste très léger, hein, évidemment. Ne travaillez pas non plus au même rythme enfin, il n'y avait pas une production parce qu'il n'y avait pas une équipe non plus de photographes assez nombreuses pour fournir autant d'images que ce que pouvaient fournir les agences de presse. Mais malgré tout, avec le temps, et je repense à la définition ce matin de la comparaison de la photographie avec la mode, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, on peut se désintéresser de ces photos et revient un moment où finalement ces photos elles sont intéressantes parce qu'évidemment elles portent aussi l'histoire sur l'image, sur ce qui est imprimé, sur ce qui est fixé sur la pellicule argentique. Voilà. Donc évidemment avec une spécificité aussi de reportage d'entreprise, mais qui est quand même importante hein, quand de photographes de l'INA suivent les activités du GRM ou de la production audiovisuelle, eh ben, c'est des photos évidemment plus récentes, mais qui sont aussi intéressantes à valoriser aussi pour ça.
Et si on a réuni la photothèque et le labo photo ensemble, c'était aussi par souci aussi de faire converger peut-être deux métiers, techniques et documentaires, mais vers une nature, enfin de médias, de médium, qui est la photographie, et que les photographes peut-être soient plus conscients des informations qu'ils apportent quand ils créent leurs reportages et quand ils les entrent dans la base, et que les documentalistes soient aussi plus en fait en connaissance des spécificités techniques par rapport à des demandes clients, par exemple, ou voilà, et aussi, par exemple, sur la sélection photo, quand on a des photos argentiques qui peuvent être abîmées, connaître un petit peu ce qu'on peut faire, ce qui est possible de retoucher ou pas sur le fond ancien, qui est un fond essentiellement de 6:6, mais surtout de 24:36, noir et blanc. Voilà. Donc, on a un fond, c'est un fond clos, mais en fait, c'est un fond quand même, c'est des fonds qui s'enrichissent. Ils s'enrichissent puisque, par une politique de mandat, il arrive qu'on reçoive aussi des photos, comme ce que vous voyez, le mandat Adolphe Drey, le mandat Jacques Naoum Production, qui sont des mandats vidéo, mais où sont associées des photos de production ou qui sont faites pendant les tournages. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'évidemment, ça complète en fait nos collections photographiques sur la production audiovisuelle. Et parfois, il arrive que des photographes de plateau, enfin, il s'est arrivé d'avoir une donation d'une photographe qui est sur les plateaux des années 80 et pour lesquelles c'est une époque où on avait peu de choses à l'époque et qu'on a pris et qui nous permet en fait d'élargir en fait le contenu de cours pour l'offre. Voilà. Voici, je vous montre un petit peu ce qui sont un peu les clients de nos photos. On voit qu'avec alors, on a mis en fait une partie de nos photographies en mandat dans deux agences, à l'AFP et chez Getty, mais beaucoup de photos, on a à peu près 30 000 photos qui sont à l'AFP, et même si on fait une communication directe, et que ce soit pour notre propre communication ou pour que ce soit pour la communication qui est faite par l'AFP, on se rend compte que avec le développement du web, hein, des réseaux sociaux et du média, en fait, tous les médias maintenant, même la presse écrite, elle a sa version numérique, enfin, qui n'a pas sa version numérique. Donc, il y a besoin, effectivement, il y a un besoin d'images. Et on voit que nos images sont beaucoup sollicitées pour le web, pour la production audiovisuelle. Et puis, en troisième point, pour la presse magazine. Et de manière, et très peu pour l'édition, mais c'est déjà pas mal. Et donc, voilà, je voulais vous donner un exemple de différentes de presse qui a utilisé ces photos. Vous voyez là, on est typiquement sur une photo d'illustration qui a été choisie. Voilà, peut-être que au fond, quand ça va dans les agences, ça se mélange au reste. Et puis après, j'ai envie de dire que les recherchistes, les iconographes font leur choix. Enfin, je ne sais pas si c'est eux, mais c'est vrai que voilà, dans chaque média, les organisations sont spécifiques. Et voilà, la photo de la reine d'Angleterre avec son mari à Rouen était aussi utilisée. Donc, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez fort, c'est qu'au fond, ces photographies, elles continuent en fait de fonctionner pour ce quoi elles étaient aussi finalement produites au début. Et donc voilà. Alors donc c'est vrai que travailler sur ces fonds à la photothèque et à l'INA, c'est aussi bien connaître en fait les émissions avec lesquelles on fait des ponts. En fait, on fait des liens multimédia entre les sujets et les émissions de télévision et ces reportages photos. Ces photos s'inscrivent comme les autres documents d'accompagnement des programmes, des documents écrits,
les dossiers de droit aussi, elles ont aussi leur place complètement à part. Et puis, je ne reviens pas sur effectivement la politique documentaire dont Lina a hérité, hein, qui était la politique de l'ORTF, mais qui continue de toute façon au sein des médias, parce que la documentation est complètement liée aussi à une société et à des sociétés de médias d'information. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai été un peu vite, mais ce qui est important aussi, peut-être pour nous, c'est une fois qu'on travaille sur ces photos, c'est de connaître quelles sont les autres sources d'archives par rapport au domaine qu'on illustre. Parce que finalement, on reçoit souvent des appels de gens qui ne savent pas trop. Et il y a même aussi une confusion de genre entre je voudrais une photo de telle émission, alors qu'en fait, ils veulent une capture d'écran. Donc, il y a aujourd'hui une confusion entre capture d'écran, vidéo, photo, on ne sait plus très bien. Et je vais vous dire qu'avec le HD numérique, on va pouvoir faire une capture d'écran de bonne qualité. Ça sera, posera la question de c'est une photo, c'est une capture. Moi, je m'interroge un petit peu là-dessus. Alors que bon, la photo, elle est quand même assez spécifique. Et donc, de pouvoir réorienter ces gens sur les autres fonds audiovisuels qui illustrent les émissions. Il y en a d'autres. Hein. D'abord, au sein des chaînes, il y a toujours des services photos. Et il y a aussi des photothèques, des médiathèques, que ce soit dans les chaînes radio ou dans les chaînes de télévision. Mais aussi, on sait que certaines agences ont des fonds photos très, très comme SIPA, qui sont assez riches sur la production télévisuelle. Voilà. Donc, je ne sais pas. Oui, en fait, moi, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Après, je pensais qu'on pouvait converser. Et voilà, je ne sais pas. Alors, Merci beaucoup, Véronique. Est-ce qu'il y a des questions sur ces fonds d'images qui sont quand même assez peu connus en général? Oui, il y a des questions qui arrivent. Alors, Cécile Capelli qui demande quelle proportion du fonds avez-vous pu numériser? Quelle priorité vous vous êtes donné dans ces choix? Indexez-vous vos photos avec le thésaurus de l'INA? Alors, le fonds ancien qu'on a numérisé, on a numérisé en fait sur 1 200 000 photos qui étaient estimées au début, on en a numérisé 600 000. Et donc, on a numérisé, on va dire, 80% des reportages et 50%, on va dire, des photos, en fait. Mais ce sont des reportages bruts. Hein. On parle bien de pellicules d'1 200 000 vues. Voilà. Et donc, ensuite, il y a eu en fait une priorisation dans l'envoi en numérisation thématique sur des collections phares et puis après liées à des personnalités pour autant qu'on avait ces informations au sein des reportages. Maintenant, l'indexation, elle est faite à 2 niveaux. Elle est faite au niveau du reportage et elle est faite aussi au niveau de chaque photo qui est communiquée. Donc, il est bien évident que les 600 000 photos qui sont numérisées ne seront pas indexées. Ce qui est indexé, c'est ce qui va être communiqué, ce qui sort, de façon à ce que la photo puisse avoir avec elle les métadonnées, c'est-à-dire au moins la date, l'auteur, le reportage et puis les informations des personnalités, des lieux, de ce qui se passe. Enfin, voilà. C'est pas une indexation aussi contextuelle, parce que c'est la nature de la photo qui est comme ça. Elle n'est pas aussi contextuelle que des indexations que j'ai vues dans des agences comme l'AFP, avec des résumés courts, des résumés longs, des légendes et des titres. Nous, on a seulement une légende. Et oui, on travaille avec le thésaurus de l'INA. Et à ce titre, on a fait aussi évoluer certaines branches du thésaurus, notamment en réflexion avec les collègues documentalistes, sur justement la partie de la connotation et de la dénotation de la photo, parce qu'on s'est rendu compte que des fois, les gens étaient intéressés par les photos, pas forcément
enfin, ce qu'il illustrait, mais pour le second degré en fait de la photo, parce qu'il y avait une mise en scène et que c'est ce qui intéressait. Donc c'est ça aussi la difficulté, c'est la polysémie d'image et qu'est-ce qu'on fait ressortir. Donc c'est toujours c'est une réflexion qui est permanente en fait. Et puis alors, voilà. Et alors, donc, je reviens. Et donc, pour les photos argentiques, alors, en fait, j'ai répondu à toutes les questions de Cécile Cathy, oui. Pour les questions de Cécile Dubal, alors, en fait, les photos, oui, elles avaient… Non, alors, des légendes, elles n'en avaient pas, puisque c'était des reportages qui étaient classés. Et donc, ces éléments, justement, grâce aux bases télé, ou grâce parfois aux dossiers de droit, et grâce à la documentation écrite, de documents, de bulletins de presse, de rapports de chefs de chaîne, on a pu retrouver des informations où les journaux, j'oubliais aussi, les journaux d'époque qui publiaient ces images et qui nous ont permis de retrouver en fait des informations, surtout sur les anciennes photos, parce qu'on avait très très peu d'informations. moi, j'avais une question aussi sur… tu as parlé de la subjectivité des choix au moment du plan de numérisation. Quelle est la marge de manœuvre pour rediscuter ces choix, sachant que on peut faire un parallèle, par exemple, dans une agence comme Sigma, où une fois que l'editing est fait, donc ce n'est pas les mêmes opérations, mais il y a un tri, une sélection et une mise en avant d'un certain corpus d'images. Bien sûr, il y avait l'idée de garder les non-choix, d'une part pour les utiliser pour ces fameuses demandes iconographiques notamment, mais aussi d'autres images qui sont exclues des circuits de circulation et dont il est très très difficile de revenir les visiter pour réinclure et donc proposer une autre lecture culturelle des fonds d'images. En fait, c'est vrai que la question se pose. On voit ce que vous avez numérisé, mais ce que vous n'avez pas numérisé, il y a des choses intéressantes, on ne les voit pas, et comment on y accède. Alors, au début, moi, je disais, mais enfin, par ceux qui numérisaient, s'il y a vraiment un intérêt sur le reportage, parce que on peut toujours, en fait, continuer à numériser ce qui n'a pas été, le mettre à la suite. Maintenant, je pense que dans le cas des 24-36, par exemple, aujourd'hui aussi, ma réflexion, elle a quand même aussi évolué, c'est que je pense qu'on peut travailler avec un système de planche contact qui, elle, donne l'entièreté en fait des prises de vue. Et puis après, il peut y avoir aussi une sélection, mais qui peut s'enrichir dans le temps, sachant que la planche contact est toujours en fait. Moi aujourd'hui, j'irais, et c'est un peu la réflexion qu'on a sur le fonds argentique de France Télévisions qui vient d'arriver à l'INA, pour lequel on est en pleine réflexion sur la numérisation qu'on va opérer. Et justement, la numérisation, on va dire, des éléments informatifs dont la planche contact fait partie. C'est-à-dire que la planche, elle va, elle, donner toutes les vues. Voilà, si c'est 36 vues du même portrait, on voit qu'il y en a 36. Nous, on en aurait sélectionné 2 à la numérisation, mais là, on voit bien qu'il y en a 36. Ce qui va être intéressant en plus sur la planche contact, si il y a une planche contact d'époque, parce qu'on peut faire 2 choses. On peut faire une numérisation par planche contact et puis ensuite faire une numérisation des vues qui seront reliées à cette planche, à ce reportage, enfin à une des pellicules de ce reportage. Mais il y a aussi les planches contact d'époque qui elles-mêmes ont des inscriptions très intéressantes d'editing, de photos qui ont été croitées, entourées, et au verso des informations aussi. Si ce n'est pas sur la planche, c'est au verso avec les numéros des photos qui ont été choisis. Là, pour l'archiviste, en tout cas, ou pour les historiens qui s'intéressent au fond photo, là, ça devient intéressant parce qu'on garde aussi ce qu'on n'avait pas forcément gardé parce qu'on a traité ce fond un peu comme un fond documentaire à utiliser.
Et je pense qu'effectivement, il faut aussi faire attention à garder aussi les éléments de sa construction, de sa production aussi, constitutifs de sa production et de son utilisation d'époque. Oui. Ouais, moi, ça me semble vraiment très, très important. Et en plus, c'est des fonds qui apprennent, comme ils ont des superpositions de classement et d'utilisation, qui permettent aussi de revenir sur justement des époques de choix et de lecture à travers ça, des rapports qui se développent dans les sociétés et dans le temps sur ces images. Moi, je trouve ça très important, ouais, absolument. Je voulais juste... puis je vois qu'il y a Cécile Catning qui réagit aussi que c'est c'est ce que faisait Gamma avant d'être acheté. Eh ben oui, alors après, c'est des opérations qui sont coûteuses et qui ne sont pas forcément d'une grande rentabilité. Je me permets de renvoyer à deux articles, mais enfin, je pense que tu les connais sans doute, Véronique, mais il y a l'article de Marie-Ève Bouillon dans le numéro 1 ou 2, non, le numéro 1 de Photographica, qui s'appelle Faut-il tout garder et qui justement montre comment dans les années 80, il va y avoir des débats autour de comment on fait. Parce qu'en fait, on ne peut plus tout garder. C'était déjà le cas avant, mais là, ça prend des proportions qu'on ne peut plus ignorer. Et il y a donc un colloque qui réunit différents acteurs du privé et du public et comment tout ça se discute depuis son bout de professionnel. C'est vraiment passionnant. Et puis, l'article que j'avais écrit sur Sigma qui montre aussi des conflits comme ça de classement et de comment on fait pour revenir dessus éventuellement. Je ne sais pas s'il y Alors, a... Pardon. je voulais réagir parce que l'équipe a fait une expérience très intéressante en numérisant 5 millions de photos, justement en lien à un déménagement de leur fonds. Et donc, ils ont fait le choix, effectivement, de tout numériser, en fait. Donc, effectivement, c'est un coût. Après, c'est vrai que si on numérise tout, on rentre dans des processus industriels qui permettent effectivement de numérer à moindre coût à la vue, mais ça reste de toute façon des investissements très coûteux. Et une institution, c'est un peu son rôle, c'est un peu sa mission. Une agence, c'est compliqué parce que elle doit vendre. Donc les agences. Enfin, moi, je suis effectivement un jour allée dans les dans les couloirs des archives de Gamma. C'est énormissime les fonds qu'ils ont et extrêmement intéressant. Et ce serait vraiment, enfin, c'est triste de savoir que finalement, ça bouge pas. Et alors que, par exemple, je trouve que par exemple aux États-Unis, ils se posent pas trop la question. Ils archivent, ils numérisent beaucoup. Et il y a beaucoup de mécénat aussi pour ça. Enfin, je pense que c'est aussi une histoire de moyens. Je voudrais quand même revenir sur le fait qu'en 2010, il y avait eu la mission photographie. Et c'était un peu, il y avait cette question-là hein, qui n'a pas été résolue, qui est entière. Et voilà. Et moi, je pense aussi que, on va dire, dans la banque mondiale de l'image dans laquelle on se trouve via les réseaux sociaux et tout ça, c'est aussi notre mémoire un peu, enfin, nationale. On parle de culture, mais enfin voilà, de ce qui est produit, il faudra s'interroger de ça. Après, est-ce qu'on doit tout garder? C'est vrai que je pense que c'est d'abord au photographe de se poser aussi la question de lui, ce qu'il veut laisser aussi. Bon, après, c'est une situation culturelle qui est assez commune parce que euh, c'est comme l'enjeu, c'est surtout de construire les outils pour que cette chose-là, toute cette structure qui conditionne le fait qu'on accède à des images et qu'elles circulent, qu'elle soit vraiment présente dans notre culture de l'image. Que ce soit des personnes lambda ou que ce soit des spécialistes ou des personnes qui s'intéressent tout particulièrement à l'image. C'est surtout ça l'enjeu, parce que dire que, enfin, je veux dire, se dire que on va travailler dans 50 ans sur des images de corps, par exemple, en ne s'appuyant que sur ce qui a été conservé, en imaginant que ce soit que la presse magazine qui a été, enfin, la presse féminine qui a été conservée, je pense qu'il y a le même écart
qui pour nous, là, aujourd'hui, nous heurte, si on le formule comme ça, de manière un petit peu naïve et rapide, que ce qu'on doit certainement projeter sur certaines représentations d'époques passées, dont on a conservé qu'un tout petit bout qu'on a du mal à situer justement dans un ensemble. Et donc, toujours avoir cette distance constructiviste en fait, des choses, sachant que avec la photographie et la vidéo, c'est une distance qui a été quand même mise à rude épreuve. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est qu'on est dans la quantité de production qui, voilà, on se heurte à ça, quoi. C'est sûr. Mais bon. Merci beaucoup. Je ne travaille pas que sur le fond des photographies d'agence des archives, hein. Je travaille aussi sur le service photo et la photothèque. Mais pour l'instant. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir sur ces questions-là ou, Alors, je vous propose qu'on passe à la dernière intervention de la journée avec Listiano, qui, après des études d'histoire qu'on appelait anciennement, comme elle me l'a écrit, une maîtrise et un DEA, à Nanterre, Paris 10, a intégré un DESS en information et communication à Sciences Po Paris au début des années 80. Et qui va donc ensuite, à l'issue de cette formation, intégrer le service doc de l'agence de publicité Publicis, avant de s'installer pour plusieurs décennies au service de documentation de l'Obs, anciennement Nouvel Observateur. Comme elle me l'écrit, elle a connu la préhistoire avec la doc papier, avant la profonde mutation de cette profession vers le numérique. Et puis, depuis quelques mois, la concentration de ces services de documentation par des grands ensembles, des grands groupes de type de presse, en l'occurrence le groupe du Monde, qui regroupe Le Monde, Télérama et La Vie et l'Obs, dans lequel donc ce service documentaire se trouve absorbé selon des conditions qu'elle va nous raconter en revenant justement à ses débuts professionnels pour raconter ses évolutions de métier. Merci beaucoup, Lise, d'être avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bien que je ne travaille pas dans le domaine de l'image, comme vous tous, mais celui de l'écrit, je me suis parfaitement reconnue dans ce qui a été dit dans les précédentes interventions, que j'ai trouvé très éclairantes et qui corroborent pas mal de choses que je pense de ma profession. Audrey m'a donc demandé de vous écrire mon expérience de documentaliste dans un news magazine, le Nouvel Observateur. Mon but dans cette intervention n'est pas de retracer l'histoire de la documentation de la presse écrite, mais je pense que mon parcours peut refléter celui de l'ensemble d'une profession. Ceci dit, mon témoignage sera subjectif et aussi plutôt descriptif, peut-être par rapport aux précédentes interventions. Je vais dérouler cette présentation selon 3 étapes chronologiques, tout en mêlant passé et présent qui se recoupent sur de nombreux points. Je commencerai par mon arrivée dans le métier dans les années 80 jusqu'au début des années 2000, avant l'ère informatique. Puis j'aborderai l'arrivée progressive du numérique et ses conséquences pour terminer sur, comme vous l'a dit Audrey, l'expérience toute récente et toujours en cours d'une mutualisation de plusieurs services de documentation au sein du groupe Le Monde, dans lequel voilà, je suis à présent salariée. Chaque période a vu des changements s'opérer, mais globalement, moi je pense que la philosophie du métier est restée la même. Ce que je vais décrire des premières années est souvent encore valable aujourd'hui. Ce qui par contre s'est drastiquement modifié, c'est l'aspect matériel de notre métier. Quand j'ai été embauchée à l'Obs, l'ambiance qui régnait dans le service de documentation était un peu loufoque, passionnelle et enthousiasmante. C'était un lieu très vivant où se rencontraient tous les métiers du journal, les rédacteurs, les correcteurs, les iconographes, les maquettistes, les assistants, les coursiers, tout le monde passait à la doc. En quête d'un dossier, aussi pour récupérer un livre, mais pour trouver là-bas un espace de convivialité un peu à l'abri des grands conflits qui agitaient le journal, parce qu'il y en avait beaucoup.
C'était un lieu un peu protégé. On y fréquentait de grandes plumes, des journalistes qui avaient 1001 anecdotes dans leur besace et des personnalités très trempées. J'étais dans un journal de gauche, c'est toujours un journal social-démocrate, et je m'y sentais bien. Je n'aurais pas accepté de poste dans un journal d'une idéologie différente. Et je crois que c'est important à noter pour un métier qui a généralement une éthique de neutralité. Je crois que de là où l'on fait de la documentation, on peut avoir une certaine influence sur l'écriture d'un article. Sélectionner un papier plutôt qu'un autre n'est pas anodin. C'est tout un engagement. C'est le même cas pour ce qui a été dit dans d'autres métiers tout au long de cette journée. Le centre de documentation a été créé en même temps que le journal, en novembre 1964, par un documentaliste, Jean Moreau, qui venait de l'Express. Il a été notamment l'un des initiateurs du manifeste pour la libéralisation de l'avortement, une des couvertures les plus célèbres du journal qu'on nous demande encore plusieurs fois par an. Notre fonds documentaire, constitué pour l'essentiel de coupures de presse, datait du début des années 70 et couvrait un large spectre de domaines intéressant un magazine d'actualité généraliste, c'est-à-dire pratiquement tous les domaines et toutes les rubriques du journal. Notre service était et reste avant tout à usage interne, mais nous sommes souvent sollicités par des sociétés de production, par des commissaires d'exposition, des maisons d'édition, à la recherche d'articles ou de couvertures marquantes. Et par là, nous participons aussi un peu à la promotion du journal. Le quotidien du documentaliste dans un journal avant l'ère numérique commençait par ce qu'on appelle le dépouillement de la presse. Lecture en diagonale, sélection d'articles selon les thèmes, selon leur pertinence, mais aussi en fonction de l'intérêt de nos interlocuteurs, tout en gardant à l'esprit qu'il nous fallait viser une certaine exhaustivité, l'info n'étant pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Les articles dûment découpés rejoignaient après un certain délai, plus ou moins long, des dossiers de presse bien organisés selon un plan de classement très détaillé. Ce travail un peu fastidieux assurait une solide base pour ce qui constituait le matériau dont allait en partie se nourrir le ou la journaliste pour rédiger son papier. De plus, il nous permettait d'avoir une vision d'ensemble de l'actualité et d'être à même de répondre aux sollicitations les plus diverses de nos interlocuteurs. Il fallait et il faut toujours être doté d'une curiosité affûtée et d'une certaine agilité d'esprit pour sauter plusieurs fois par jour d'un sujet à l'autre. Certains d'entre nous avaient cependant une spécialisation, ce qui nous donnait une bonne connaissance du domaine dont nous avions l'entière responsabilité. Et je dois dire que dans ces années-là, ça a un petit peu changé. J'ai beaucoup apprécié l'autonomie qu'on nous accordait. On était complètement maître de notre secteur. Nous avions aussi la charge d'une revue de presse hebdomadaire très sélective, destinée au directeur de la rédaction, à l'époque Jean Daniel, récemment décédé, qui a toujours eu respect et confiance en notre travail. Je me souviens au passage combien nous étions fiers de retrouver une trace de nos recherches dans son éditorial. Et c'était à peu près toutes les semaines. Il nous incombait aussi de commander les livres, de gérer la bibliothèque, de diffuser une éphéméride. On attendait aussi de nous que nous soyons une force de proposition de sujets qu'on voyait émerger. Et tout ceci perdure en partie aujourd'hui. Nous cherchions aussi beaucoup d'informations à l'extérieur du service, auprès de différents instituts, des partis politiques, des syndicats, des autres médias. Cela prenait beaucoup de temps avant l'ère informatique. Il fallait trouver la bonne personne au bout du fil, identifier exactement le document dont nous avions besoin, le réserver, envoyer un coursier le chercher. Et c'est vrai que l'arrivée d'Internet a vraiment facilité le travail. En plus de la collecte et de la conservation des documents, nous avions quelques missions rédactionnelles. On nous proposait de faire des chronologies, des bibliographies, des encadrés, ce qui nous a permis d'accéder au Graal, qui était la possession d'une carte de presse. À nos côtés s'activait un archiviste qui se concentrait sur les parutions de l'Obs,
les référençait et répondait aux demandes des lecteurs et des chercheurs. Il était le gardien de la mémoire du journal. On pouvait retrouver par son intermédiaire les références de tous les articles publiés depuis le début. Cette fonction n'existe plus, puisqu'elle se fait de manière numérique maintenant, mais son travail nous est toujours utile pour retrouver une bonne partie des articles qui ne sont pas encore accessibles dans nos bases de données. Le service de documentation faisait et fait toujours partie intégrante de la rédaction. Dans l'organigramme, nous dépendons de la rédaction en chef et pas de l'administration. Ça aussi, ça dépend des journaux. Nous participons aux conférences de rédaction, au bouclage, aux soirées électorales, enfin à toute la vie de la rédaction. Nous représentons des métiers du journal au même titre que les maquettistes, les secrétaires de rédaction, les iconographes. Nous avons le titre de rédacteur documentaliste et comme je l'ai dit, nous sommes détenteurs d'une carte de presse. Ce n'est pas non plus le cas de tous les documentalistes dans les médias. Je crois que la carte de presse nous donne quand même une plus grande légitimité au sein de la rédaction. Nous avions et avons à peu près tous un niveau d'études Bac plus 4 ou 5, un statut de cadre, et bon nombre de nous ont complété leur formation initiale en suivant des cycles de formation professionnelle dans des écoles de journalisme, notamment à l'EMI, d'ailleurs, où on est souvent envoyé en stage. Bien que nous soyons amenés à travailler avec l'ensemble des salariés du journal, nos interlocuteurs privilégiés sont de fait les rédacteurs. Le ou la documentaliste a un rôle actif dans la sélection de l'information et la responsabilité de la transmettre. Notre travail se fait en amont de la rédaction de l'article et il est une aide précieuse à la préparation d'une interview, d'un portrait. Il donne des pistes et des éléments nécessaires à une enquête et à un reportage. Un détail fourni par le documentaliste dans un article qu'il a sélectionné peut trouver son importance et orienter l'esprit de l'article que va rédiger le journaliste. Je dirais même qu'il y a une part de nous dans l'article publié. Ces fameuses empreintes dont parlait Audrey dans le flyer. Avec les journalistes, on se connaît, on s'apprécie, on se fait surtout mutuellement confiance. Nous dialoguons pour bien repérer l'angle de l'article, ce qui est la même chose pour le choix d'une photo. On ne se limite pas strictement à la demande. On peut faire des propositions et ouvrir le sujet. Le ou la journaliste sait qu'il peut compter sur nous pour lui fournir avant tout une information sourcée et vérifiée. Est-ce pourtant que nous travaillons d'égal à égal avec les journalistes? N'y a-t-il pas une sorte de hiérarchie qui malgré tout perdure, un métier noble dans la lumière et un autre plus humble dans l'ombre? Quand même l'un subordonné à l'autre, il faut bien l'avouer. Et n'y a-t-il pas toujours en nous, quand même, à la documentation dans un journal, cette tentation de, comme on dit, passer à la rédaction? C'est ce que nous verrons un peu plus loin, l'arrivée du numérique encourageant certains d'entre nous à franchir le cap. Les années 80, l'informatisation et les bases de données agitaient déjà les esprits. Au journal, nous avions un service télématique indépendant de la rédaction qui gérait un site de rencontres qui était très connu à l'époque, ça s'appelait Aline, des jeux et des informations. C'est peut-être la raison pour laquelle le service documentation était équipé d'un Minitel, qui nous servait essentiellement à l'époque à interroger la base de données bibliographique Electre, mais qui nous était très très utile. Nous étions aussi équipés d'un terminal, je vous parle vraiment de la préhistoire, hein, comme dirait Audrey, d'un terminal relié à une base contenant les dépêches de l'AFP et les références du Monde. Donc, un seul terminal pour toute la documentation, on devait être une dizaine. Une décennie plus tard, la réflexion avait déjà bien avancé et l'arrivée progressive des nouvelles technologies, d'Internet et du web, a été à peu près concomitante avec notre déménagement dans un immeuble plus grand, place de la Bourse, au mi-temps des années 90. Les ordinateurs ont fait alors leur apparition en nombre,
Et nous avons eu chacun enfin accès aux bases de données et aux moteurs de recherche sur notre poste de travail. Parallèlement, nous avons entrepris la refonte de notre plan de classement pour l'adapter à un système informatique qui devait aboutir en 2003 à un échange de fichiers numériques avec nos collègues de la presse appelé Coopération. C'est un système qui est toujours en place et qui nous est très utile pour notre travail quotidien. Pour la mise en route de ce logiciel documentaire, parce qu'on n'était pas forcément très versé dans la matière, nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés les informaticiens du journal qui nous ont beaucoup aidés. Le travail de collecte et d'indexation à partir de ce moment, des années 2000, se fait pour partie depuis nos ordinateurs. Et moi, je dois dire que pour ma part, c'est un soulagement d'être passé à l'informatique, en fait. Mais il reste des quantités de titres de presse qui ne sont pas numérisés et pour lesquels les gestes manuels demeurent les mêmes. Dans ce nouvel environnement de l'arrivée massive du numérique, donc dans quelle mesure l'arrivée de ces nouvelles technologies a-t-elle modifié notre perception de la recherche et aussi notre relation aux journalistes? Avant l'ère numérique, on parcourait systématiquement les journaux de la première à la dernière page. Nous avions sous les yeux un panorama complet de l'actualité qui s'inscrivait de manière photographique dans notre mémoire. Et nous retrouvions dans nos dossiers ce que nous y déposions. Aujourd'hui, nous avons moins cette vue d'ensemble, mais la recherche numérique, et notamment en full text, a ouvert un champ de possibilités extraordinaires. L'abondance des informations accessibles par tous et à tout moment devrait-elle alors signer la disparition du métier ou, au contraire, est-il nécessaire plus que jamais de passer par un professionnel de la recherche pour retrouver les infos pertinentes et fiables et ne pas se noyer dans les masses de sources à disposition? Je n'ai pas la réponse et le débat reste entier, mais je pense que nous avons encore un rôle à jouer. Chercher l'info, aller à la source, vérifier, recouper, ce sont des gestes communs, malgré tout, aux journalistes et aux documentalistes. Et pourtant, bon nombre d'entre eux s'en remettent encore à nous, parce qu'ils nous font confiance, pour gagner du temps, peut-être, mais aussi parce que nous avons la main sur des outils auxquels ils n'ont pas encore accès, comme les bases de données payantes, et pour la consultation de multiples sites web qui sont passés du modèle gratuit au modèle payant. Donc, moi, je dirais que on est aussi devenus des fournisseurs technologiques d'information. Et chez nous, comme ailleurs, dans les documentations de presse, l'apparition de ces nouvelles technologies a eu comme conséquence une réduction des effectifs. Dans ces années, donc 2000, 2003, 2004, un service web s'est développé au journal dans la perspective de mettre en place un bimédia. Et je crois que dans l'esprit de nos dirigeants, l'idée a germé qu'il y avait une manne très compétente et souvent vue comme surqualifiée à récupérer à la documentation. Nous avons été encouragés à renforcer l'équipe du web. Certains d'entre nous avaient envie depuis longtemps d'évoluer et de changer de métier et en ont profité pour sauter le pas. D'autres, au fil des ans, ont profité d'appels successifs à la mobilité au sein de la rédaction pour intégrer pleinement les services rédactionnels. En 2009, il y avait encore 10 personnes au service de documentation, plus l'archiviste. Et en 2015, nous étions 3. C'est le nombre de salariés que nous sommes à présent, uniquement pour le service de documentation de l'Observateur. Pendant ce temps, le journal était confronté à un énorme bouleversement en étant racheté en 2014 par le groupe Le Monde. Au passage, nous changeons de nom. Le Nouvel Observateur devient l'Obs. 2 titres indépendants, nous voilà désormais partis d'un groupe
et ce changement aura des conséquences directes sur l'avenir de notre service. Toutes les rédactions du groupe sont amenées à se retrouver dans un même immeuble et certaines sont déjà dotées d'un service documentation. C'est le cas du Monde, de Télérama et de Malesherbes Publications. L'idée d'une mutualisation s'impose, ou je devrais dire plutôt nous est imposée. Alors que chaque rédaction allait demeurer bien indépendante, les services de doc seraient regroupés dans un même espace avec des ressources communes dans le but que chacun d'entre nous travaille pour tous les journalistes du groupe. Dès le départ, ce projet de mutualisation a été remis entre nos mains. Nous en sommes les acteurs, un peu contraints, c'est sûr, mais les acteurs tout de même. Et c'est à souligner dans le sens positif de cette aventure. Bien en amont du déménagement, nous avons mis en place des ateliers transversaux pour préparer ce nouveau service commun de 19 salariés. Il nous a fallu rationaliser, faire des compromis et parfois des choix drastiques. Parmi eux, il en est un qui me tient particulièrement à cœur. L'espace étant compté dans le nouvel immeuble, nous avons fait le sacrifice à l'Obs de nous séparer de l'essentiel du fonds documentaire papier, c'est-à-dire celui antérieur à 2003. Ce fonds qui était méticuleusement alimenté et conservé pendant plus de 50 ans. Notre fonds et celui du Monde, deux fonds très généralistes, faisaient doublon. Impossible de garder des kilomètres de dossiers que nous avions en commun. Le fonds du Monde étant plus ancien et plus à jour que le nôtre, la balance a penché en notre défaveur. Et je dois dire que ça a été pour moi non seulement un déchirement, mais aussi une décision dommageable pour la mémoire de notre journal. En effet, ce fonds était le reflet d'un savoir-faire particulier, façonné à l'image de l'Obs et de ses centres d'intérêt. Un pan entier de cette mémoire d'entreprise est passé à la trappe. Nous en avons quand même cédé une partie à quelques institutions, entre autres la Contemporaine de Nanterre, le MUSEM à Marseille, la Fondation Jean Jaurès et le Mémorial de la Shoah. Et je dois dire que je leur voue une extrême reconnaissance pour avoir sanctuarisé une partie de notre travail. Les objectifs à atteindre sont nombreux. Certains sont déjà en bonne voie de réalisation. Toutes nos parutions sont en cours de numérisation, c'est-à-dire les parutions, c'est-à-dire notre fonds patrimonial, ce qui nous permettra de valoriser nos archives. Chaque entité se sert encore d'un logiciel particulier avec une partie de fonds numériques commune, celle de la coopération. Il a fallu élaborer un nouvel outil documentaire très performant qui remplace chacun de nos systèmes. Cette étape cruciale est en cours de finalisation. Avec cet outil, les journalistes pourront consulter davantage de sources en libre accès et à terme, l'indexation se fera en partie automatiquement, ce qui devrait quand même nous libérer du temps pour nous consacrer à d'autres missions que nous inventerons. Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer un premier bilan de cette mutualisation. Le déménagement a eu lieu en mars 2020, au lendemain du premier confinement. La pandémie a retardé le calendrier et il reste énormément de points en suspens, notamment celui de l'organisation du travail. Le principe de transversalité est acquis, mais comment allons-nous le mettre en pratique dans ce nouvel environnement? Par ailleurs, nous sommes toujours, nous trois, nous sommes toujours salariés de nos titres respectifs, mais prêtés, c'est le terme juridique, à la société éditrice du Monde. Nous avons des statuts, des jours de congé, des salaires différents. Comment allons-nous gérer cet aspect humain de la mutualisation? Pour l'instant, nous n'en savons pas grand-chose. Il faut tenir compte également des facteurs psychologiques de ce regroupement. Comment passer d'une petite rédaction de 130 personnes à un groupe 7 fois plus grand? Que va-t-il advenir des relations privilégiées que nous entretenons, en ce qui nous concerne à l'Obs, avec les journalistes de notre rédaction? Nous avons tous, dans tous les titres du groupe, des pratiques et une culture d'entreprise très différentes, mais nous évoluons néanmoins dans un univers médiatique extrêmement semblable, ce qui facilite ce regroupement. Alors, pour terminer sur une note positive, je dirais, espérons que nous saurons tirer parti de ces nouvelles perspectives et je viendrai peut-être vous en parler dans quelques années pour une nouvelle journée d'études. Voilà,
J'espère que ça n'a pas été trop soporifique. Merci beaucoup, Lise. Je disais que c'était toi qui avais noté le terme préhistoire. Je l'assume totalement. Est-ce que des personnes qui nous écoutent souhaitent réagir? Alors, moi, j'ai 2-3 petites questions. Une première, si tu peux revenir sur ces plans de classement. Est-ce qu'on peut, du coup, imaginer des comparaisons entre ces plans de classement de documentation écrite et des thésaurus, des documentations visuelles? Tout à fait, parce que dans le plan de classement que nous a montré, c'est Marie ce matin, Mary, je me suis tout à fait reconnue dans l'arborescence, dans les différents thèmes à dérouler. C'est exactement le travail que nous avons effectué à partir d'un plan de classement plus basique pour passer à la numérisation. Il a fallu rentrer dans les détails de manière très, très pointilleuse. Et c'est vrai que ça a donné lieu à beaucoup de débats entre nous sur quel terme choisir, quel terme garder, quelle arborescence. Voilà. Mais je m'y retrouve tout à fait, oui, dans les plans de classement de photos. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on pourrait aller jusqu'à parler d'une culture commune, d'une culture médiatique? Enfin, je ne sais pas très bien. Ah oui, ouais. Tout à fait. D'après ce que j'ai vu ce matin et d'après ce que je connais de ce que je vois de ma propre expérience, il y a beaucoup de passerelles, hein. Beaucoup de choses en commun. Et alors après, le deuxième groupe de questions, hier j'ai fait un entretien patrimonial pour l'INA, de la responsable de la médiathèque Info de France Télévisions. C'était un projet qu'on avait mené et qui était initié par Véronique Clavier. Et donc c'est un peu le pendant contemporain de la photothèque de l'ORTF en actualité, et qui se retrouve elle aussi à gérer, déjà avoir absorbé des équipes de documentation de plus en plus grandes. Donc d'une équipe de 7, elle gère aujourd'hui une équipe de 45 documentalistes audiovisuels, donc avec tout un système de rotation pour répondre à une demande qui tombe 7 jours sur 7, de 5 heures du matin à 23 heures du soir. Et elle est aussi face à cette mutualisation un peu ogresque des services. Mais alors, elle n'est pas du tout angoissée par ça, ni par les évolutions des usages de l'intelligence artificielle qui, au premier abord, pourraient laisser supposer que du coup, ça va faire perdre de nombreux emplois aux documentalistes. Parce qu'elle, donc d'une part, sur l'intelligence artificielle, elle pense que ça va libérer d'autres actions et d'autres métiers, d'autres façons de s'emparer de ces fonds qui vont être très positifs, comme en faisant le parallèle avec la réticence qu'il y a eu à adopter Internet au début d'Internet, qui venait rompre avec des habitudes professionnelles qui ont paniqué devant l'idée que les images ou l'information était disponible à tout le monde, pour tout le monde, etc. Donc, je voulais savoir si toi aussi, il y avait ce rapport à l'intelligence artificielle, pas dans l'angoisse ou la joie, mais plutôt, est-ce que c'est quelque chose qui arrive aussi dans vos services? Alors déjà, ça ne m'angoisse pas du tout. Je trouve que c'est très positif et qu'on va pouvoir effectivement se libérer du temps d'un travail quotidien assez fastidieux pour faire d'autres choses, plus intéressantes peut-être, plus créatrices aussi. Et c'était quoi le deuxième point? Ah oui. Oui, je voulais souligner aussi que dans cette mutualisation, on n'a pas perdu de poste de travail. Tout le monde a été, tout le monde a gardé son poste en fait. Il n'y a pas eu de licenciement. Donc c'est important aussi ça, par rapport aux craintes qu'on peut avoir quand on parle de mutualisation. Tous nos postes ont été préservés. Voilà. Et par rapport à l'intelligence artificielle, nous, on ne parle pas vraiment d'intelligence artificielle. Mais moi, je suis très positive et je pense que tant pour les documentalistes qui pourront évoluer vers d'autres missions
que pour les journalistes qui eux-mêmes auront accès directement à davantage de sources, et ça leur facilitera le travail à eux aussi de ne plus avoir tout le temps à passer par un intermédiaire. Donc, effectivement, tout ça va beaucoup évoluer. Je ne sais pas encore vraiment comment, mais pour moi, c'est du positif. En fait, il y a un lien que je n'avais pas vraiment fait dans mon intervention, mais c'était aussi pour revenir sur ce nombre de personnes que tu annonçais, c'est-à-dire 3 documentalistes maintenant, 10 il y a quelques années. C'était sur une équipe de combien, 10? Il devait y avoir 200 personnes à la rédaction quand on était 10, mais on travaillait, ce que je n'ai pas précisé parce que je ne pouvais pas tout dire, on travaillait également pour un autre titre du groupe qui était Challenge, qui était un mensuel puis un hebdomadaire économique. Et donc, on travaillait aussi pour ce titre quotidiennement. Et on a aussi travaillé pour les bouclages, on assurait aussi les bouclages du journal du dimanche à une certaine époque. Donc, au fur et à mesure où le périmètre augmentait, on avait aussi la possibilité d'engager quelqu'un. C'est comme ça que l'équipe s'est étoffée. Voilà. Donc, pour 10 salariés à la documentation, il y avait peut-être à l'époque 200 personnes au journal, pas tous des rédacteurs, hein. Et là, pour 3 salariés à la documentation, il y a 150 rédacteurs à l'Obs. Mais maintenant, les dimensions sont complètement changées. Parce qu'en vous entendant toutes témoigner comme ça oui, de ces services de documentation qui sont backstage, ce que je trouve assez frappant, c'est combien dans la façon dont ces médias se présentent, racontent leur profession, il y a une forme de stabilité. Toujours, on a l'impression que c'est tout le temps, c'est un fonctionnement extrêmement habituel, commun, qui est là depuis le début des médias et qui ne va pas tellement s'arrêter. Et quand on vous écoute, c'est tout à fait le contraire qui se passe. C'est quelque chose qui est très, avec des expériences qui durent un temps, des détachements qui vont se faire sur certaines missions. Et puis là, tu viens de dire, on a pendant un temps assuré le bouclage du journal du dimanche, par exemple. Et quand on est, que ce soit du côté de fonds d'agence ou que ce soit dans les archives d'une presse ou même en télévision, il y a toujours cette façon de raconter quelque chose qui n'est absolument pas linéaire et qui s'invente sur des questions de technologie, des questions de périmètre de travail, des questions de regroupement ou au contraire de scission de groupe, etc. Et qui passe assez inaperçu, en fait, je trouve, dans les récits qu'on entend régulièrement sur la production médiatique et dans les formes qu'on reçoit, en fait. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir ce sentiment, mais là, moi, ça me frappe beaucoup. Et je sais aussi qu'en travaillant sur certains fonds, ça m'a personnellement toujours... Enfin, il y a eu plusieurs fois où ça m'a coûté d'entendre qu'il n'y a pas de linéarité, mais que cette histoire, elle est construite de petits bouts de choses, à chaque fois propres aux médias ou à l'équipe sur laquelle j'étais en train de travailler. Voilà, si je peux terminer. Alors, il est presque 4h30, pas tout à fait. Je ne sais pas si d'autres que moi veulent réagir, mais sinon, je conclus cette journée dont, personnellement, je suis extrêmement satisfaite et je vous remercie vraiment beaucoup, tous et toutes, des interventions qui ont été proposées parce que c'était très riche, très cohérent. Et je pense qu'on a là une boîte à outils pour de nombreuses autres propositions et productions. Et remercier encore une fois les professionnels parce que je sais que c'est un exercice difficile que de se plier à un régime professionnel qui n'est pas le sien. Et j'espère que c'est aussi nourrissant pour les autres personnes que pour moi à l'écoute. Voilà, je remercie encore une fois aussi tous les partenaires, Thomas Golsen qui est encore avec nous cet après-midi, l'Institut pour la photo avec vraiment tout ce suivi extrêmement efficace, Frédéric Chambon et Lina, et puis l'Université de Lille en la personne aussi de Nathalie Delbar ce matin. Merci infiniment, à bientôt. Je pense que je vous recontacterai assez vite pour les questions d'enregistrement puisque la demande est quand même assez importante. On avait plus de 50 personnes ce matin
dans le chat, donc ce n'est pas ridicule pour de sombres pérégrinations universitaires et académiques. Et Pierre-Michel nous demande, du fait des mutations techniques de votre service de documentation, les demandes des journalistes ont dû également évoluer. Les demandes, en fait, non, ni le volume. Si je dirais que peut-être il demande à la fois plus de choses ponctuelles, c'est-à-dire d'accéder directement à une source, un article qu'ils ont vu passer sur un réseau social et dont ils n'ont pas l'accès parce qu'il faut passer par une base de données et cette base de données, on a la main dessus. Donc voilà, ça peut être. Je trouve qu'il y a eu inflation de ce genre de demandes ponctuelles et qui ne sont pas forcément intéressantes pour nous parce que là, ça devient un peu du click and collect. Voilà. Peux-tu me donner accès à tel ou tel article ça, je m'en passerai bien. Et quand ils auront accès effectivement à l'ensemble de nos bases de données, peut-être pas à l'ensemble, ce sera ciblé selon leur centre d'intérêt. Voilà, on pourra s'économiser ce genre de demande. Mais sinon, on a toujours les mêmes demandes de fond, c'est-à-dire quand le journaliste entreprend le portrait d'une personnalité, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un recul, d'avoir des articles anciens, très fouillés, et ça a toujours été le même genre de demande, en fait, depuis le début. Je dirais que ce qui a changé, c'est la demande très ponctuelle d'accès à un article en particulier qui n'est pas en libre accès sur le web. Voilà. Merci. Est-ce que, du coup, il y a d'autres questions comme ça qui... Moi, j'ai peut-être une question, c'est est-ce que ces récits académiques qui essayent de travailler sur vos professions ou sur vos univers de travail, ça vous nourrit aussi quand vous arrivez à avoir un peu de temps pour les lire ou les écouter? Moi, je trouve ça très intéressant, en fait, de confronter un peu les expériences des uns et des autres. On parlait ce matin des définitions de métiers, d'iconographe, documentaliste. On voit qu'en fait, c'est très mouvant. On est dans des univers très proches et ça va encore beaucoup évoluer parce que la révolution numérique, je pense qu'elle nous amène vers autre. Et donc, c'est bien que régulièrement, enfin, c'est bien que soit échangé en fait ces expériences pour savoir où on en est, ce qu'on a parcouru et vers où on va aussi. Enfin, voilà. Donc, et je trouve ça très intéressant l'intervention de Lise parce que effectivement c'était sur la partie écrite et on oublie un peu ça. C'est vrai qu'on est un peu dans la dominante de l'image. Bon, c'était aussi un peu le sujet, mais moi j'ai vraiment été très très touchée par son récit, ce qu'elle nous a raconté du début d'ailleurs aussi. Et on voit qu'on est quand même très tributaire aussi de la technologie, hein, la documentation et évidemment l'intelligence artificielle nous amène à nous réinventer, nous repositionner et voilà. Donc il y aura peut-être d'autres termes qui vont émerger et qui vont s'ajouter au nuage de mots qui est celui en fait. On parle aussi de médiateur, hein, c'est-à-dire de celui qui est un peu qui passe quelque chose. Voilà. Je dirais qu'il y a un terme qu'il faudrait éviter. J'aimerais pas qu'on nous associe aux techniciens de l'information. Voilà. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant parce que pour avoir accès à l'information, il faut avoir de plus en plus de compétences technologiques. Et voilà, ce n'est pas mon souhait pour le développement de la profession. Oui, en somme, ce que tu veux dire, Véronique, c'est que indexer la profession dont on parle relève à peu près des mêmes défis que d'indexer une image ou une source avec tout un tas de nuances, donner un nom spécifique à ce qui se passe là, à ces endroits-là qui se ressemblent et qui ne sont pas tout à fait les mêmes quand même.
Oui, oui. Puis là, en fait, la chaîne documentaire, elle est vaste. Donc, on intervient en début, en milieu, en fin. Certains ne sont que sur la communication, la recherche en fait de l'image. Enfin, ils font beaucoup de choses autour de ça parce qu'il y a un gros travail. Donc, il y a aussi des centres de documentation qui vont de A à Z et certains il y a l'archivage aussi hein, qui est dedans. Et après, en fait, voilà, c'est en lien aussi avec le besoin. Alors moi, je pense aussi qu'on est quand même dans une société où l'information est de plus en plus, comment dire, production de plus en plus importante. Et je pense qu'effectivement, il y a le rôle du documentaliste, de l'iconographe, je sais, est toujours aussi important. Je voulais revenir à quelque chose ce matin parce que j'avais fait une petite remarque sur la visibilité en fait. Effectivement, je posais cette question parce que je ne sais pas, effectivement, c'était peut-être pas forcément identifié, mais moi je trouve que on remarque dans des ouvrages où justement dans certaines émissions des allusions au travail de documentaliste et tout ça. Et je pense que au milieu des années 90, quand même, il y a eu une prise aussi de conscience de ce métier. Enfin, je ne sais pas si je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être très personnel. Évidemment, parce que je suis aussi sur de la télévision, je me rappelle des enfants de la télévision. Et c'était une émission qui était à base d'archives audiovisuelles. Et donc, je remerciais les documentalistes parce qu'au fond, il fallait aller chercher ces émissions. Et donc, ça mettait beaucoup en lumière, en fait, le métier. Il y a toujours des hommages comme ça qui sont rendus régulièrement. J'en ai vu un qui est passé là, sur l'émission Romobida. Et, et donc, pour les éditions, je pense que c'est pareil. Quand il y a quand même un gros travail comme ça d'iconographe, et c'est ce qui était dit, il y a quand même, il contribue au fond à la création, à la fabrication de l'ouvrage. Donc, il a un rôle important, un peu comme un collectif, hein, et je pense aussi que, et je ne sais pas justement dans les magazines écrits, si dans les pages de fin où on note tous les journalistes, on note, je crois aussi, l'équipe de documentation. Hein. Oui, oui, bien sûr, on a toujours été dans l'ours. Alors, on a parlé en dernier, mais on a toujours été dans l'ours. Par contre, on se bat régulièrement quand on publie des hors-séries ou des suppléments pour que, à nouveau, nos noms, ou en tout cas le service documentation, apparaissent bien. Parce que le service photo, le service maquette, le service SR et les rédactions apparaissent nommément tout le temps, et nous, on nous oublie. Donc, à chaque fois, il faut revenir à la charge pour que dans une prochaine parution, on pense à la documentation. Voilà. Mais ceci dit, on est dans l'ours du journal qui paraît toutes les semaines. Écoutez, merci beaucoup. Ah, la visibilité. Merci à toi, Audrey. Merci beaucoup à toi aussi, Audrey, quand merci, même. Oui. C'était passionnant. D'avoir mené cette journée. Moi, je t'en suis reconnaissante et je trouve que ce travail que tu fais c'est très important en fait pour nous, mais pour l'ensemble, voilà, et aussi de ces gens qui s'intéressent à l'histoire de l'information ou à la production des images. Enfin, voilà, je suis vraiment. On apprend des choses, c'est-à-dire que l'historienne que tu es, va aussi nous apporter une vision qu'on n'avait peut-être pas parce qu'on est un peu aussi dans notre jus. Hein, et, voilà, on n'a pas cette distance et que tu vas peut-être mettre en relief, enfin voilà, en perspective des choses intéressantes. Et ça, c'est aussi des éléments clés qui peuvent aussi nous permettre de savoir justement où on en est et comment on veut continuer, quoi, où on veut continuer. Voilà. Bon, c'est une petite tâche, quoi. Non, on est plusieurs, hein. Il y a besoin d'être nombreux. Les conditions oui, je sais que vous êtes plusieurs. Mais merci. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Et la visibilité, bien sûr, est... Ah, Olivier. Oui, juste dire
à mon avis, cette question de la... C'est une question moi, qui m'a un peu étonné ce matin. En fait, est-ce qu'on a besoin d'être visible? Qu'est-ce que ça change? Juste dire du point de vue de l'historien, il me semble que cette visibilité de ces métiers, ça va un peu main dans la main avec, c'est un peu absurde de dire ça, mais avec la visibilité de l'image. C'est-à-dire que quand on, par exemple, il y a beaucoup d'émissions maintenant faites avec énormément de matériel iconographique. Je pense à des séries sur Arte, que ce soit sur les colonies, sur l'histoire ouvrière, qui me semblait justement un très bon exemple où, en fait, l'image, ce n'est pas juste une illustration. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, il y a quelque chose qui... elle fait partie, oui, enfin, c'était le mot de ce matin d'Audrey, d'une infrastructure. Et je veux dire, ces gestes, ces métiers, ça va à mon avis, enfin, cette visibilité, ça va main dans la main avec une conscience peut-être dans la société de ce que font les images. Voilà. Et puis c'est un collectif aussi. Enfin, voilà. Enfin, je pense que l'iconographe, il agit aussi dans un collectif pour une œuvre. Enfin, quand on parle de documentaire, effectivement, il y a le réalisateur, mais il y a tellement de gens qui travaillent autour de la construction. Je pense au documentariste américain qui avait travaillé sur la guerre du Vietnam, enfin, qui a fait Burns, je sais plus, Fred Burns ou je sais plus, qui avait été diffusé sur Arte. Enfin, le travail énorme, iconographique de sources, on voit bien qu'il n'a pas fait ça tout seul, donc il y a ce collectif. Bon, après, la visibilité, moi je parlais de la visibilité de métier, pas forcément d'individus, sauf si effectivement il y a un iconographe qui, comme celui dont il était question ce matin, enfin, il est plus qu'iconographe, il a une part enfin, il y a une part créative aussi qui va très loin, quoi. Donc en soi, c'est un artisan, c'est presque un artiste, quoi. Alors, il y a Philippe dans le chat qui veut revenir à la question de l'auteur. Et donc, du point de vue de l'histoire de la photographie, moi, je pense que c'est bien de détacher la photographie de la notion d'auteur pour pouvoir donner de la place à d'autres récits, et notamment aux récits collectifs, pour les raisons qu'on vient de donner, c'est-à-dire parce que ces infrastructures, enfin le collectif, c'est aussi prendre conscience de l'infrastructure, de la place, enfin, des conditions de circulation et de construction de nos cultures visuelles, y compris en actualité où justement on fait tout pour faire disparaître l'infrastructure, pour naturaliser le récit de l'actualité. Et voilà, donc l'auteur, dans l'histoire du cinéma, c'est quand même maintenant assez accepté que le réalisateur n'est qu'un bout d'autoria de l'œuvre finale ou de l'objet final, puisque tous les objets ne sont pas des œuvres non plus, et c'est pas grave. Et heureusement qu'on va vers cette diversité et cette multiplicité de prise en main des choses et des récits. Voilà. Ton micro. Je voudrais dire une petite chose par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas si on va arriver à le faire, mais justement, toutes ces questions qui se posent de contexte, de comment on fait les choses. Par exemple, à la déferlante, on s'est rendu compte que ça serait peut-être intéressant pour certains dossiers d'intégrer comme une boîte noire où on explique pourquoi on a fait tel choix, comment on a eu accès aux documents, parce que ça fait partie de l'histoire en réalité. Du coup, voilà, on ne sait pas si on va arriver à l'aboutir parce que c'est du travail supplémentaire. Mais en tout cas, voilà, pour dire que effectivement, moi, je pense que c'est important. Et pour la question de visibiliser les métiers, moi, quand j'entends une émission de radio et qu'à la fin, j'entends remercier tous les gens qui ont collaboré, et ben, ça rend aussi des choses. Je ne me dis pas que, par exemple, la personne qui a fait une interview est un génie parce qu'elle a lu en 24 heures les 36 volumes de l'auteur. Mais je pense que c'est peut-être un génie, mais qu'elle a aussi bénéficié du travail de plein de personnes pour arriver à faire cette émission de qualité. Et ça, je crois qu'aussi, c'est bien de dire que on rassemble l'intelligence de plusieurs êtres humains et on arrive à quelque chose de vraiment très bien, quoi. Voilà. Moi, j'ai assez envie de rebondir aussi sur la question de l'auteur. Je pense que
réintégrer l'auteur au cœur d'une chaîne qui a toujours existé dans les métiers de la presse ou du livre. On a toujours parlé de la chaîne graphique. Cette question de la structure, elle est toujours présente. Et je ne pense pas que ça ne soit pas respecter l'auteur en tant qu'auteur que de l'intégrer dans un contexte et dans un ensemble. Voilà, et je pense qu'au contraire, c'est donner la place à chacun et à une juxtaposition qui est bien plus riche et qui parle bien plus du passé et du futur de nos métiers, quoi. Et alors, il y a quelque chose qui m'a frappée aussi aujourd'hui, qui m'a beaucoup plu, Audrey, c'est que finalement, que ce soit vous, historiens, ou que ce soit nous, professionnels, la question, enfin, on a en commun les sources, et c'est simplement qu'on les utilise de façon très différente, pas si différente d'ailleurs, on les utilise juste pas au même endroit, et pas pour éclairer les mêmes choses, et pas avec les mêmes méthodes d'éclairage, mais il y a cette... voilà, je ne sais pas à quoi ça sert, est-ce qu'on va en faire, mais c'était assez touchant de revenir, quoi qu'il arrive, à cette question des sources et à sentir cet intérêt pour ça de chacun et de chacune. C'était intéressant. Donc, merci. Oui, tout à fait. Je pense que réfléchir justement à l'organisation d'un fonds pour la recherche ou l'organisation d'un fonds pour de la documentation, et c'est un lieu ça peut produire des réflexions très intéressantes, tout à fait. Dont je pense que vous avez davantage, vous, conscience comme professionnel. Enfin, c'est un entretien que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec une jeune documentaliste bien plantée et qui a très conscience de ça et qui a fait évoluer sa pratique en prenant conscience de ça au contact de chercheurs et de chercheuses. Alors que du côté des chercheurs, chercheuses et des historiens, historiennes, je pense que il y a une projection de l'organisation des fonds d'images qui correspond à une organisation qui serait proche de leur profession plutôt que d'être celle d'autres professions. Enfin, je m'avance un petit peu, c'est un peu rapide, mais c'est un peu voilà, une attente qui est peut-être une projection personnelle plus qu'une écoute de pratiques professionnelles multiples en plus, qui ne sont pas faciles à absorber. Hein, mais... Bon, bah, écoutez, super si ça a été enrichissant pour tout le monde. Ça fait très plaisir. Et donc, il va falloir qu'on discute de cet enregistrement pour pouvoir en faire bénéficier les différentes personnes qui râlaient de ne pas pouvoir nous écouter pour des questions multiples et variées. Et encore une fois, un infini merci.